on a une réaction ici, je trouve ça génial. Oui, je dis, la racine de l'être humain vient d'Afrique. Au niveau de Éthiopie, par là, je ne sais pas, dans les montagnes. Voilà. Et de là, mais bon, il y a des siècles, là, oui. on s'est défilé partout, à gauche, à droite. Et nous, on est devenus blancs parce qu'il y a moins de soleil. Dans le nord, dans l'hémisphère nord, il fait froid. Mais vous avez dans les yeux le bleu, que vous n'avez pas dans votre Ils sont ciel. pas bleus, ils sont gris-verts, mais c'est bon aussi. Mais non, c'est pas ça. Ça veut dire, il y a des gens d'Afrique qui sont allés vers Asie. Hein? Eux, ils ont des yeux bridés, ils sont devenus jaunes. Parce que c'est comme ça, c'est le développement de l'être humain. C'est normal. Je suis d'accord. Hein? Oui, je suis d'accord. Même dans l'Afrique du Sud, ils ont trouvé comment on dit ça, un humain Oui, qui a des millions d'années déjà. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai vu l'émission là-dessus. Alors, il ressemble comme, ça veut dire qu'on dit un singe, mais on n'est pas venu du singe, nous. Nous sommes un être humain comme tout. Seulement, c'est normal, c'est la race, c'est différent. Mais on est de la race humaine, c'est tout. Tout simplement, il y a nous pas sommes de tous race, égaux. Oui. Seulement, on s'est adapté à l'endroit où on voulait vivre. Tout à fait. Oui. Et je trouve honteux que moi je suis une blanc, et c'est que les blancs qui sont fait la guerre, qui sont les dégueulasses partout. Il n'y a que eux qui se croient vraiment supérieurs. Et moi, j'ai la honte, je suis une blanc. N'ayez pas honte, madame. Hein? Vous êtes Non, forcément quelqu'un de c'est bien. grave. Moi, je trouve c'est grave. Il n'y a pas de raison de faire ça. Toutes les religions, combien de... Excuse-moi, je parle là-dessus. Toutes les religions disent, pourquoi il y a tellement de religions, et chaque religion dit, c'est moi qui a raison. Moi, j'en crois plus. Parce que c'est être soumission pour l'autre. Ça veut dire, eux qui se mettent sur la tête, il a besoin des moutons pour en vivre, pour en capturer tout l'argent qu'il peut. Regarde, si je vois la richesse dans le Rome, hein, le Vatican, ils ont des milliards d'euros. Hein? Ailleurs, un peuple meurt parce qu'ils ont faim. Oui. C'est quoi sa religion? C'est aimer les autres, aimer les autres. C'est même plus que cela, madame. En Afrique, le Vatican, hein? Les bonnes terres, sans rien payer à personne. Oui, c'est pour gouverner les autres. Ils ont bien besoin de moutons. Mais tous les régions font ça. Si j'en parle, je ne sais pas certain, je reviens l'année prochaine. Tous les régions font ça. Donc pour moi, non. Mon religion, il est en moi. Formidable, madame. Je le vis. Merci moi. beaucoup. Merci. Merci pour ça. Je ne sais pas si j'avais donné satisfaction à madame. Je me suis arrêté sur la religion. Je n'irai pas plus loin. Tant que l'homme noir ne connaîtrait pas son histoire, ne quitterait pas ses religions, celles musulmanes ou chrétiennes, il aura du mal à s'émanciper. Tout simplement. Tout se joue là-dessus. Je vous en prie. On a une nouvelle intervention. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai loupé les premières minutes de votre intervention pour la raison suivante. J'étais en ligne avec un jeune que je parraine, parce que dans mes activités associatives, je parraine beaucoup de jeunes. Et j'étais en ligne avec lui, me parler de sa situation, parce que je suis en train de l'aider administrativement. Et à la fin de votre intervention, bon, j'ai découvert pour ma part donc, que vous étiez d'origine camerounaise. Et ça a fait écho, parce que le jeune avec qui j'étais en ligne est un jeune Camerounais qui aujourd'hui a 17 ans. C'est un enfant qui était surdoué dans la mesure où il a eu son bac au Cameroun à l'âge de 15 ans. Il a dû fuir son pays à cause des tensions entre la zone francophone et anglophone. Et il a rencontré des passeurs qui lui ont dit « Tu as 15 ans, tu as eu ton bac, tu parles français, anglais, italien, va t'installer en Algérie et là, voilà, on va t'aider. » Il les a crus, il s'est retrouvé dans un camp d'esclaves en Libye, à l'âge de 15 ans. Il a été frappé. Il a subi des attouchements sexuels, il a été électrocuté, il a vu beaucoup de ses copains mourir. Et comment il s'en est sorti? Comme vous l'avez très bien dit, on sait tout, mais en même temps on ne sait pas tout. Les bourreaux ont des téléphones portables et des fois sont en contact avec la famille des personnes qui sont dans ces situations d'esclavage. Et il s'est retrouvé que 2 de ses collègues, entre guillemets, esclaves, si vous me permettez l'expression, avaient un oncle au Canada. Et c'est ce jeune que je parraine qui faisait l'intermédiaire en parlant anglais, en faisant la traduction entre les bourreaux et cet oncle au Canada.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une négociation, donc cet oncle a payé. Et comme le jeune que je parraine, qui s'appelle Sylvain, a fait l'intermédiaire, il a payé aussi pour Sylvain, pour que lui-même puisse sortir. Mais ce n'est pas que c'est devenu facile. Pour joindre la côte italienne, 6 tentatives, donc ça veut dire que 5 ont échoué. Et ensuite, il est arrivé en France où pendant des mois, il a dormi dans la rue. Et là, il a été placé en foyer depuis 3 mois à peu près. Et là, on est dans des démarches qui sont très compliquées. Je vais le visiter très souvent. Et ce qui m'a marqué, donc c'était rue Sébastopol dans Paris, c'est qu'au niveau du foyer où il se trouve, j'ai rencontré non pas 5, 10, mais une quarantaine de jeunes mineurs qui sont passés par des camps d'esclaves en Libye. Ils sont mineurs, ils ne sont pas majeurs. Donc, par rapport au travail qui est fait, que vous faites aussi, comme c'est vrai que moi je suis très porté sur la jeunesse, on sait que ce qui manque à l'Afrique, c'est un vrai projet anthropologique de l'homme noir africain, afin qu'il puisse se projeter dans un avenir justement africain sur le long terme, chose qu'il ne peut pas aujourd'hui, d'où c'est une des explications à ces vagues migratoires. Donc quelles sont les... peut-être que vous le faites déjà, mais je pose la question vraiment de façon tout à fait innocente. Quelles sont voilà, les actions que vous comptez faire par rapport à cela et ce problème de la jeunesse africaine qui se retrouve à errer aussi bien dans les rues de Paris, mais c'est sûrement pareil à Berlin, à Londres ou autre. Donc voilà. Et donc beaucoup sortent de camps d'esclaves en Libye et ailleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous donnerai mes coordonnées tout à l'heure. Je n'ai pas une baguette magique. Je ne travaille pas avec Emmanuel Macron. Mon propre petit frère, je ne sais pas où il est. Mais même s'il était mort, je continuerai de me battre pour les autres. C'est une certitude. Ce que vous venez d'exposer me touche beaucoup, car j'ai connu la rue. Je pourrais aujourd'hui déposer une plainte contre la France pour non-assistance à personne en danger. Ayant pris la défense de ceux-là qui étaient enfermés en zone d'attente de Roissy, de celles-là qui étaient violées par la police française, de ceux qui subissaient des sévices corporels, c'est écrit dans ce livre. Ça en coûte 14 €. Prêtez-les-moi, je vous en donne un. C'est écrit. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord avec, qu'on aille en justice, je démontrerai ce que c'est. Et donc pris leur défense, je suis libéré, il fait 2 degrés à Roissy-Charles de Gaulle samedi. Je suis balancé dans cette zone industrielle, sans un seul pull, sans argent. Je suis balancé dans la zone industrielle. Je pense qu'on a voulu me faire payer ma grande gueule. Tout le monde sait tout, mais personne ne sait rien. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éradiquer le fléau? Et poser donc la question à Emmanuel Macron, à Jacques Attali, bref, à ceux qui dirigent ce pays. Allez ensuite en Grande-Bretagne, poser la question à ceux de là-bas. Tout comme en Italie, bref, dans tous ces grands pays entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Posez-leur la question. Vous n'aurez pas de réponse. Ce sont eux le problème. J'ai dit bien, ce sont eux le problème. Ce ne sont pas les Africains. Je ne vais pas ici dire que les Africains sont à... Non, ils ont aussi leur part de responsabilité. Je leur attribue au maximum 30% de responsabilité du tort, mais 70% du tort, c'est le système. Dans ce livre, j'explique ma discussion avec Michel Roussin en mai 2005, alors que j'entrais dans le groupe Bolloré pour bosser pour la chaîne Direct 8 qui venait d'ouvrir. J'étais noir et il ne fallait pas de noir sur cette chaîne-là. Vous verrez difficilement des journalistes noirs d'origine africaine sur les chaînes de télévision françaises. Vous pensez que c'est un hasard? Vous verrez quelques Antillais, oui, Patrice Boisfer, qui est sur C8, on s'est connu quand j'ai commencé à Yveline Première. Vous allez voir Eric Rosenbach, oui, il est antillais. Mais vous verrez difficilement des journalistes noirs d'origine africaine sur les chaînes françaises. C'est une loi non écrite. Nous en savons un peu trop. Vous comprenez? Je disais à l'époque à Michel Roussin, d'ailleurs c'est dans ce livre, il me demandait alors,
Pourquoi voulez-vous travailler pour Vincent Bolloré? Est-ce que vous savez que Bolloré a des intérêts colossaux chez vous? Et je lui ai donné cette réponse-ci. Si vous voulez dire, M. Roussin, que Bolloré a des intérêts colossaux en France, je vous le conseille dans la mesure où nous sommes dans sa tour ici. Il m'a dit, mais je veux dire chez vous, vous avez des origines? Je lui réponds, oui, M. Roussin, comme beaucoup de Français, j'ai des origines, vous aussi certainement, mais je ne vous aurais pas demandé les vôtres. Ben écoutez, on ne va pas pinailler longtemps là-dessus, vous êtes d'origine camerounaise, pourquoi voulez-vous travailler pour Vincent Bolloré? Je lui réponds, M. Roussin, je n'ai rien à reprocher à Vincent Bolloré, mais j'ai beaucoup à reprocher à la France, mon pays. Ce que je demande à Vincent Bolloré, c'est un emploi, c'est tout. Ce n'est pas lui qui a créé le système dans lequel nous évoluons, ce n'est pas moi non plus. Lui et moi avons trouvé ce système et nous ne savons même pas lequel lui sera alternatif demain, vu la route que prend la Chine, pays communiste par excellence. Et ce que je demande à la France, c'est de changer totalement sa façon de traiter Mamadou. Car si hier Mamadou ne savait pas écrire son nom, aujourd'hui ce même Mamadou est major de sa promotion dans les grandes écoles françaises. Il faut qu'on comprenne un jour en France que l'enfant qui a 10 ans mange ceci de pain. Quand il a 15 ans, il mange ça là. À 18 ans, il se l'achète et si on l'en empêche, ça finit mal. Il faut que la France prenne les devants et propose de nouveaux accords à ses anciennes colonies. Car hier, ils étaient 500 000, 300 000 pour le Gabon. Aujourd'hui, ils sont presque 2 millions. On ne peut pas donner la ration de 5 personnes à 50 personnes. C'est une question de bon sens, vous comprenez? Nos politiciens sont responsables de ce qui se passe en Libye. Je ne veux même pas pointer Nicolas Sarkozy qui a la première responsabilité. Mais nos politiciens en général, qu'ils soient de gauche, de droite, du ciel ou de l'enfer, sont responsables de ce qui se passe en France, en Libye, en Afrique. Ils peuvent mettre la tête dans le sable. La vérité, c'est comme les fesses. On est obligé de s'asseoir avec. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec autre chose que les fesses. Vous restez debout. Le jour, et ça c'est dans l'intérêt des grandes puissances, de proposer de nouveaux accords aux pays africains. Si la France loupe ce coche-là, je vous donne un quart de siècle, nous serons encore pour la majorité d'entre nous en vie. Vous allez voir ce qui va se passer. Hier, quand un chef d'État africain n'obéissait pas, Bob Denard lui réglait rapidement son compte. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour régler le compte à quelqu'un en Afrique aujourd'hui, il faut regarder celui qui est en face et qui n'est pas d'accord avec toi. Oui, on ne peut plus tuer Thomas Sankara comme on veut. On ne peut plus renverser Laurent Gbagbo qui a normalement gagné les élections en Côte d'Ivoire comme on veut, juste parce qu'il veut protéger les intérêts de son peuple. Je dis ce que je sais. Et si quelqu'un en France peut s'opposer à ce que je dis, qu'il me traîne vite au tribunal et j'irai lui démontrer que la France a décidé de sacrifier Laurent Gbagbo pour les intérêts français. Les Ivoiriens sont-ils des chiens? Je pense qu'en France, les chiens ont même plus de droits que certains Ivoiriens. Dixit, une écrivaine ivoirienne qui vit à Londres, Marie-Yolande Hughes, qui a écrit un livre et qui est venue en émission sur mon plateau. Oui, parce que je fais des émissions, vous taperez jmtvplus.com, vous tomberez sur mon site, je fais pas mal d'émissions. La responsabilité est d'abord occidentale, et ensuite africaine, et même noire. Car nous, Noirs de France, où sommes-nous? Charles Aznavour disait dans sa chanson « Les immigrants », comment pensez-vous qu'ils ont réussi? Ils ont réussi parce que le jour où il fallait choisir quelqu'un qui a du cran, ils étaient tous au premier rang. Écoutez cette chanson de Charles Aznavour, Les immigrants. Vous apprendrez beaucoup de cette chanson-là. Mais nous, les Noirs, où sommes-nous? Combien sommes-nous en politique en France? Si vous voulez voir un Noir, allez dans les fêtes et les églises. Ce n'est pas ce qui décide pour nous. Nous faisons fausse route tous les jours. Ensuite, nous utilisons les réseaux sociaux pour des intrigues, des insultes. Voilà pourquoi nous, les Noirs, avons 30% du tort. Vous comprenez? Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, peut-être. Nous avons 30% de tort et 70% du tort est au système. Le système. Et si la France y prend garde, elle va tout perdre. Je lui donne un quart de siècle au maximum, elle va tout perdre. Il est dans mon intérêt, moi, français d'origine camerounaise, francophone donc,
D'ailleurs, pour moi, dans ma tête, je suis français depuis que je suis gamin. Je suis sûr de m'exprimer en français mieux que certains qui naquirent sur cette terre de France. Je suis sûr de l'écrire mieux que certains qui naquirent sur cette terre de France et qui ont la peau blanche. Donc pour moi, je suis français depuis ma naissance. Et avant ma naissance, mes parents naquirent en Afrique française équatoriale, sans qui M. de Gaulle ne serait pas devenu le grand homme qu'il est pour la France. Ça veut dire que mes parents étaient français, mais seulement français de sous-homme. Je vous explique encore le système. Il y a quelques années, j'ai fait un documentaire sur Charles Tchoréré, un Africain face aux nazis. Je suis certain que personne dans cette salle ne sait qui est Charles Tchoréré. Mais vous savez qui est Leclerc? Ah, ben vous savez qui est Leclerc? Alors je vous explique. Leclerc a formé la colonne Afrique centrale, Afrique équatorienne, qui est venue défendre la France. Et qui a formé la colonne ouest-africaine, là. On ne vous le dit pas. C'est Charles Tchoréré, enfant gabonais, né en 1896 à Libreville, qui était agent commercial au Cameroun voisin, Cameroun allemand, au début des années 1900, et par amour pour la France, il a quitté son poste, retourné au Gabon, s'engager dans l'armée française. Très rapidement, un haut gradé français nota dans son document, comment il disait ça, remarquable, à ne pas laisser un grade inférieur. Charles Tchoréré est adjudant-chef et il forme des officiers français à Fréjus, en France, dans le sud. Vous comprenez bien ce que je dis? Ce monsieur est adjudant-chef et il forme des officiers français, gabonais, plus noirs que moi. C'est lui qui va ensuite former 800 hommes, d'abord à Kati, au Mali, puis au Sénégal, bref, toute la côte ouest. C'est la raison pour laquelle le Britannique militaire de Saint-Louis au Sénégal est appelé Britannique militaire capitaine Tchoréré. Alors ce monsieur, dès 1939, demande à venir défendre la mère patrie et est affecté dans la Somme. Il oppose à l'armée nazie une forte résistance et sans être ravitaillés, ils arrivent à mettre 8 panzers hors de combat. Les panzers nazis. Et manquant de munitions, ils sont faits prisonniers. Et parce qu'il est noir, on lui demande de se ranger du côté où on rangeait les noirs. Parce que les nazis, lorsqu'ils arrêtaient les prisonniers de guerre, ils rangeaient les noirs d'un côté et les blancs de l'autre. On lui demande de se mettre avec les noirs, il dit non, je suis le chef du régiment. Je dois me mettre avec tous. Juste parce qu'il a refusé cela, on lui tue une balle dans la tête. Et ensuite, des chars roulent sur son corps. On n'a donc jamais retrouvé un bout de chair du capitaine Charles Tchoréré. Jamais. Et en France aujourd'hui, sur les milliers de statues, de rues que regorge la France, il n'y a pas une seule piste qui porte le nom du capitaine Charles Tchoréré qui a donné sa vie pour ce pays. 8 jours après, son fils, qui s'était engagé dans la même guerre que lui et combattait à Remiancourt, à 50 km des Rennes où son papa a été tué, tombe aussi sous les balles des nazis. Lui, au moins, il a eu ses trucs là-bas. Il y a une tombe qui porte le nom du caporal Jean-Baptiste Tchoréré. Mais personne en France n'en parle. Ça n'a pas existé. Vous comprenez? Le système et surtout le mépris. Je vais vous épargner Tcharoy, car nous parlons d'esclavage aujourd'hui. Il vaut mieux revenir sur le sujet du jour. Le mépris de la France pour l'homme noir va lui retomber sur la tête si tout de suite, j'ai dit bien tout de suite, il ne faut pas attendre 5 ans pour agir. Si la France attend 5 ans pour agir, il sera trop tard. Voilà. Merci. Alors on va l'applaudir pour cette superbe intervention, riche d'enseignements. Je vous propose, parce qu'on a pris pas mal de retard, sachez qu'il est encore là. Il vous a parlé de son ouvrage qui est vraiment un bel ouvrage. Donc il vous permettra de manière informelle de discuter avec lui, parce qu'il est venu vraiment pour nous. Donc on en profite jusqu'au bout. Donc on va dans l'intervalle accueillir la chorale Amitié que je vais annoncer de manière un peu plus correcte, ne vous inquiétez pas. Mais n'oubliez, si vous avez des questions, parce qu'on a vraiment pris beaucoup de retard, sachez que vous pourrez discuter avec lui de manière informelle. Il va revenir, il va descendre, on va l'accompagner. En 2 secondes, je voulais juste te demander, Jackie, ce que tu penses sur le programme de l'éducation nationale, justement sur l'esclavage, parce que j'ai des amis qui sont profs d'histoire géo,
J'ai parlé de ça avec elles et elles me disent qu'elles ont quoi, à peine 1 ou 2 heures de cours sur l'esclavage. Et justement, on parlait des Antilles tout à l'heure, c'est quand même les Antilles françaises. Donc je pense que ça devrait être obligatoire qu'il y ait au moins un trimestre qu'on puisse expliquer vraiment ce qui s'est passé dans les pays où il y a eu l'esclavage à haut niveau. L'esclavage existe encore, mais on n'en parle presque pas, quoi. Tu parles à une gamine de 13-15 ans à l'heure actuelle, ils ne savent pas ce que c'est que l'esclavage et ils n'ont aucune notion. C'est vraiment survolté, c'est le système c'est le système qui veut pas qu'on en parle et je trouve ça inadmissible à l'heure actuelle que les enfants soient pas au courant de ce qui s'est passé dans notre pays et dans les autres pays. Vous avez bien dit vous avez dit les Antilles françaises. Moi, je vous dirais les Antilles dites françaises. Elles sont françaises que parce que ce sont des zones stratégiques pour la France. Les humains là-bas, on n'en a rien à foutre. Vous comprenez? On n'en a rien à foutre. De toute façon, il y a un adage qui marche bien là-bas. Tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais au Rome. Tant qu'ils boivent et font de la musique, ça va, ça ne dérange personne. Comprenez? Je reviens sur ce mépris de l'homme noir par la France. Tout se résume à cela. Car lorsqu'on respecte quelqu'un, on ne le méprise pas. Lorsqu'on respecte quelqu'un, on lui enseigne son histoire. Moi, je suis allé à l'école au Cameroun. J'ai plus entendu parler de la guerre du Japon, de la Seconde Guerre mondiale, que du génocide de Bamileke, perpétré par la France, mon pays, la France, au Cameroun, sur mon peuple, le Cameroun. C'est en arrivant en France que j'apprends ce qui s'est passé sur mon territoire, des choses que papa et maman ont vécues. C'est une réelle volonté politique d'aliéner l'homme noir. Vous comprenez? Le jour où, dans ce pays, on deviendra un tout petit peu honnête, et moi je pense que même en politique, on peut quelquefois être honnête, il suffit de vouloir, on réglera les problèmes dans ce pays. Je suis bien d'accord que M. Sarkozy et consorts disent pas de repentance, machin, truc. Lorsque vous avez injustement puni un enfant, dites-moi, Véronique, lorsque vous punissez injustement un enfant, bien vous vous rendez coupable d'actes injustes vis-à-vis d'un enfant, pouvez-vous vous réconcilier avec sans lui demander pardon? Est-ce que ça passerait? Donc, quand on refuse la repentance dans ce pays qui est le nôtre, et on verra. Oui. Tout se résume à cela, le mépris de l'homme noir. Le mépris de l'homme noir. D'ailleurs, regardez un peu jusqu'où va le mépris. Hein? En sport, ce sont des noirs, ce sont des arabes, ce sont des blancs. Tout le monde rapporte la Coupe du Monde, les médailles dans ce pays. Mais regardez ceux qui dirigent. Ils sont tous monocolores. Hein? Et Satan vers tout, sauf vers ce qui est brûlé par le soleil. Vous pensez que c'est un hasard, ça? Non, c'est pas un hasard. Regardez les chaînes de télévision. Marcel Desailly, Lilian Thuram, ils ont gagné la même Coupe du Monde que Didier Deschamps. Mais allez-y, nommez un seul d'entre eux sélectionneur de ces pays. D'ailleurs, Claude Simonet nous disait, en 2004, lorsque Jean Tigana était en passe d'être nommé sélectionneur de l'équipe de France, Jean Tigana, Claude Simonet avait déclaré ceci, je le cite: oh, il y a trop de noirs en équipe de France pour qu'on leur donne en plus un sélectionneur nègre. Et personne n'a trouvé cela scandaleux en France. Ah, si déjà on peut tolérer ce genre de choses, si on peut tolérer les propos de Billy Sagnol dans ce pays et même le défendre, ce qui est intellectuellement malhonnête, pensez-vous qu'on aille un jour enseigner aux enfants l'histoire, la réelle histoire de France? C'est même pas l'histoire des Noirs, c'est l'histoire de France, car l'histoire des Noirs appartient aussi à la France. Le bourreau fait partie de l'histoire comme la victime. Voilà. Voilà, on va bien l'applaudir, on le remercie. On refait la promotion pour Ils ont vendu mon trait et j'insiste sur le fait que vous pouvez en acheter. Et s'il y a plus de demandes que d'ouvrages aujourd'hui, il y a possibilité de commander également. D'accord? Donc, gardez à l'idée qu'il y a possibilité, à la fin, qui n'est plus très loin d'ailleurs, de discuter avec lui de manière informelle. Vraiment. D'accord? Donc, on l'applaudit une nouvelle fois pour le remercier de cette super intervention à nos côtés. Merci. C'est vrai que l'estrade est un peu haute et il y a comme marchepied. Et ils vont nous interpréter 2 titres qu'ils ont préparés spécialement rien que pour vous, qu'ils vont performer a cappella. Donc vous savez que c'est une super performance vocale.
Je vous précise également qu'ils s'entraînent tous les lundis de 20h à 22h, sauf vacances scolaires, bien évidemment, ils ont le droit au repos. C'est ouvert à tous, que vous ayez une formation musicale ou non, peu importe. Ce qui compte, c'est surtout la volonté de chanter, l'envie de, et aussi pas avoir trop de trac sur le trac, mais pas trop quand il y a autant de monde. Voilà, mais on les remercie et on les laisse performer dès qu'ils sont prêts. Voilà, bonsoir. Merci de votre félicitations. Très heureux de votre commémoration de la chorale traditionnelle. Mais pas toute la chorale, c'est seulement une partie de la chorale. Et on se déplace pour l'événement commémoration sur la ville. Voilà, on va interpréter deux chants. Le premier s'appelle Le Vieux Chaud. C'est un chant qui chantait des esclaves noirs comme prisonniers pour ramasser le coton. Et le deuxième chant, c'est dans l'église de Harlem. Et ça rejoint beaucoup ce qu'a dit l'auteur avant, et que je pense qu'on est bien dans le thème. Merci beaucoup de votre écoute.